Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à un clan de book. Donc ça y est, on reprend la saison des Splatbook avec celui qui est consacré donc au clan Nosferatu, qui est évidemment un peu, bon, je vais pas le mentir, hein, mon clan préféré. Donc c'est assez facile pour moi d'en faire des dithyrambes, mais surtout c'est pas que ça, c'est quand même un livre qui est pas si dégueulasse pour des Splatbooks qui nous habitueront plus tard à des choses extrêmement lourdes et fatigantes. En tout cas, là, c'est pas le cas. Donc, on a cette couverture évidemment assez iconique de Tim Bradstreet. Et ça a son intérêt parce qu'en fait, l'illustrateur principal qu'on va avoir sur ce livre-là, hormis Tim Brooks, ça va être un type, ça va être le coloriste en fait de Tim Bradstreet. Donc, c'est assez rigolo de voir que tout se rattrache. Tout se rattrache. Donc, c'est écrit par Robert Hatch. Donc, Robert Hatch, c'est quelqu'un qui va commencer justement avec des Splatbooks. Il me semble que son premier bouquin, c'est effectivement le clan de Book Nosferatu. Il va bosser un petit peu sur Mage, notamment c'est lui qui va écrire le livre des fondations, donc Book of Chantries, donc sur les lieux, enfin les espèces de cellules de Mage. Et surtout, c'est quelqu'un qui va, avec Stewart Wick, créer Exalted, et c'est lui qui va mettre en place les jalons pour l'univers de super-héros qui s'appelle Trinity slash Aberrant. Donc, alors je connais très très mal, j'ai pas trop vous en parler. C'est un univers qui, dans mon souvenir, est excellent. Donc c'était, bon, il reprenait le système White Wolf, hein, donc c'était pas ouf. Mais l'idée, c'est que vous aviez des super attributs qui jaugeaient des pouvoirs exceptionnels et que dans un futur proche, les gens se transforment en super-héros parce qu'ils avaient un organe supplémentaire et que s'ils disposaient trop de ce pouvoir, ils pouvaient devenir des aberrants, donc des espèces d'abominations, avec en lieu et pour sûr différentes organisations qui les utilisaient, certaines pour des bonnes choses, d'autres pour des mauvaises. Et la version futuristique de ce monde s'appelle Trinity, qui a été remaniée plusieurs fois, notamment Trinity Continuum, qui est sorti chez Onyx Pass. Donc encore une fois, c'est un univers que je connais très très mal, mais de ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez le côté métaplotesque, on va dire, enfin en tout cas l'idée d'un monde à secret, vous pouvez la retrouver facilement dans cet univers Aberrant Trinity Continuum. Encore une fois, je connais très très mal, donc je ne vais pas en parler parce que s'il y a bien un truc que je déteste, c'est sortir des choses de mes fesses sans savoir de quoi je parle. Mais n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, c'est rigolo. Puis c'est marrant de voir que c'est quand même un bouquin qui a été écrit avant vraiment que on commence à faire. Enfin, l'idée de faire un univers de jeu sur les super-héros qui était un peu le chasse gardé de Marvel et de DC, essentiellement, avec Champions aussi. Et là, le Hero System, là, c'était offrir quelque chose à la sauce White Wall, donc avec les intrigues, avec les conspirations, qui, à mon avis, marche pas trop mal et qui ensuite a été poussé notamment par Godlike, d'autres tentatives, c'est des éditeurs un petit peu plus petits, mais sans l'apport d'une grosse licence. En fait. Donc, ici sont les monstres, il y a Be Monsters, donc qui était l'inscription qu'on avait sur les cartes quand on ne savait pas ce qu'il y avait au-delà des océans. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Donc toujours l'espèce de double page, évidemment, avec Tim Brooke et la petite illustration, le petit tissu posé qui fait peur. Comme je disais, donc Robert Arch le crée, donc le reste on les connaît un peu, toujours Dream Team, Greenberg qui supervise tout ça, Ed McHugh, Richard Thomas, donc qui est l'illustrateur. Il y a dans les nouveautés quand même, donc comme je disais, il y a Grant Gullish. Donc Grant Gullish c'est le coloriste de Tim Bradstreet qui va essentiellement continuer à bosser avec Bradstreet sur l'essentiel de son taf chez DC et Marvel. Ils vont aussi bosser chez Dark Horses, donc ils vont illustrer pas mal de choses. Peut-être l'ouvrage le plus connu qu'il ait fait, c'est 100 Bullets de Azzarello avec comment il s'appelle, Eduardo Risso, donc, qui était une série chez Vertigo. D'ailleurs, je suis étonné que 100 Bullets n'ait jamais été adapté en série télé, parce que Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est effectivement la mode d'adapter les... Et c'est un peu ce que je reproche beaucoup maintenant à une partie de l'industrie du comics, c'est que beaucoup, donc nonobstant, en poussant de côté tout ce qui est super-héros, DC Marvel, qui est difficile à adapter pour différentes raisons, en termes de budget, en termes de storytelling, de lancement de produits avec des échelles, vous savez ce que je parle, c'est-à-dire qu'il y a la phase 1, la phase 2, la phase 3, les machins, et ça, personnellement ça me dépasse. Je suis un enfant fin des années 90, début 2000, donc pour moi, les super-héros, c'est essentiellement le Batman de Tim Burton, c'est le X-Men de Singer, même si j'aime bien plutôt dire que c'est celui de Donner. Mais donc ça me dépasse un peu. Mais par contre, c'est vrai que je remarque un phénomène dans les comics dits indépendants, notamment. Donc quand je dis indépendant, c'est avec un terme assez large. Je parle par exemple
plutôt des comics qui sont possédés par leurs créateurs. Je pense aux comics de Image, je pense aux comics de IDW, je pense aux comics de Dark Horse. Il y a cette idée, j'en suis à peu près sûr, que beaucoup de gens sortent des comics dans l'espoir d'en faire des séries télé. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le sentiment, par exemple, vous voyez, il y a The Nice House by the Lake, je crois, qui est une sorte d'histoire de post-apo qu'on a vu. Enfin, personnellement, j'ai pas trop aimé, j'ai l'impression d'avoir lu ça 10 000 fois, où en gros, c'est une sorte de love story dans une maison, puis il y a un des mecs qui invite tout le monde, est un alien, et il dit bah, tout le monde va mourir. Et il n'y aura plus que cette maison qui va survivre parce que je vous aime bien, et donc c'est une sorte de. Bah, c'est très classique, quoi. C'est un huis clos dans une maison, mais avec les flashbacks de l'alien, les flashbacks des mecs de leur vie d'avant. Donc on a le petit côté, la maison, l'île de survivants, comme dans les films de zombies, et qu'est-ce qui s'est passé à côté. Et j'avais le désagréable sentiment à chaque fois que je lisais cette page-là, enfin ce comics, qu'on était vraiment sur l'idée d'un type qui avait écrit son comics pour que ce soit adapté en série télé. Parce qu'il y a justement, il n'y a pas tous les côtés, enfin, il y a des côtés un peu moins grandiloquents, il y a tout ce qui est drama humain, il y a un casting qui est assez réduit, évidemment, donc comme je disais, c'est pas très, enfin, c'est fantastique dans son propos, mais dans sa mise en scène, c'est extrêmement, enfin pas réaliste, mais c'est assez simple. Et je trouve qu'il y a il y a de plus en plus de comics qui font ça, et je trouve que c'est très triste parce que pour moi, la bande dessinée, c'est pas ça. C'est justement une exploration d'autres choses, d'autres mondes, d'autres lieux, même si j'adore les romans graphiques, hein, enfin, Will Eisner, c'est mon dieu, enfin, mais je sais pas, ça me brosse dans le mauvais sens du poil, on va dire. Et je sais qu'il y a beaucoup de tentatives qui ont été faites, même sur des comics que j'aimais beaucoup, hein, comme Y, le dernier homme, que j'adore pour pas mal de raisons, et l'adaptation qu'ils ont faite est pas ouf, alors qu'il y avait matière, mais je pense que le singe en image de synthèse, ça leur coûtait trop cher. Et le meilleur truc qu'ils ont fait, Golish et Bradstreet, si vous avez l'occasion, ça a été adapté, ça avait beaucoup gueulé quand c'était sorti. C'est un comics, c'est un Superman Adventure, je crois, qui s'appelle Qu'est-ce qui est si drôle à propos de Truth, Justice and the American Way? Donc, qu'est-ce qui est aussi drôle sur la poursuite de la vérité, de la justice et le mode de vie américain, qui était le truc que poursuivait Superman. Donc, Superman, il dit je me bats pour Truth, Justice and the American Way. Et c'était je crois que c'est Mark Waid qui l'a écrit, et Mark Waid, dans mes souvenirs, c'est aussi le mec qui a écrit Kingdom Come, si je dis pas de bêtises, et c'est un mec qui est, je vais pas dire réactionnaire, c'est pas le bon terme, mais c'est quelqu'un qui est très attaché à une certaine approche du comics dans ses valeurs, notamment le fait que bah voilà, Superman c'est le héros universel et tout. Et il n'est pas le seul, hein. Il y a des gens qui détestent les super-héros comme Garth Ennis par exemple, que moi j'adore, mais qui adorent Superman. Et donc, c'était l'époque où, quand ce comic sort, donc qu'est-ce qui est si drôle à propos de Truth, Justice and the American Way, c'est le moment où sort The Authority, que mon frère a acheté à l'époque, hein, mon grand frère, qui était justement sur des mecs qui intervenaient, qui étaient assez hardcore sur leur façon de, justement d'aller dans enfin, ils tuaient les méchants, enfin, il y avait tout un truc sur leur conception. Et ça, évidemment, Mark Waid, ça l'a fait péter un câble, parce que d'après lui, non, les super-héros ne tuent pas, machin. Donc il a fait Kingdom Come, qui est quand même assez bourrin, enfin, qui est une sorte de critique des comics des années 90, façon à l'époque où tous les mecs serrent les dents, où c'est extreme, où c'est méchant avec Magog. En plus, le méchant s'appelle Magog, évidemment, parce que c'est Gog et Magog, enfin bref. Et, euh, et donc, pour se moquer des autres, enfin, pour critiquer The Authority, il sort ce truc-là où, en gros, il y a un mec qui s'appelle Manchester Black, qui est une pastiche en plus. Bon, c'est l'un des enfin, c'est un espèce de mec à des pouvoirs psy, mais qui est un pastiche en plus de John Constantine, enfin, ou de Johnny Rotten, quoi, parce qu'il est habillé avec avec un drapeau britannique et tout, il parle avec un accent pas possible. Et l'idée, c'est que tous les héros disent, enfin, il fait une équipe, et cette équipe dit non, on va tuer tout le monde, on va tuer tout le monde, et puis Superman, il fait non, mais vous avez pas le droit de faire ça. Et puis, à un moment, Superman, enfin, donc il le pousse dans ce dernier retranchement, et à la fin, Superman arrive, il fait ok, bon, c'est parti. Il pète un câble, il commence à tuer tout le monde, puis il arrive vers Manchester Black, il fait bah c'est bon, je t'ai enlevé tes pouvoirs, maintenant tu peux plus rien faire. Et l'autre dit non, mais tout, c'est pas juste, t'as pas le droit de faire ça, t'es Superman. Et puis t'as Superman qui fait ah, c'était une super blague en fait, je t'ai bien vu. Enfin, c'était toute une sorte de constatation morale, enfin, c'était pas super subtil. Bah, en tout cas, c'est assez rigolo, c'est juste un livret. Et donc, j'étais étonné parce que j'avais jamais réalisé que c'était Tim Bradstreet qui avait fait, parce que généralement, il a un style hyper réaliste. Et c'est lui qui fait cette histoire, et c'est Golish qui dessine, enfin qui fait les couleurs. Et Golish, donc, ouais, a pas mal perduré. Et vous allez voir, là, c'est plutôt qu'il fait du dessin.
Donc en tout cas, on a un peu le truc classique. Il y a toujours Andrew Greenberg qui recherche une histoire qu'il a vue dans un vidéo-reportage sur les flics. Et on introduit l'un des développeurs de Mage, qui va devenir le développeur principal, enfin, le créateur en fait, de Mage par extension, qui va être Phil Brucato, alias Satyros, qui était plutôt un mec qui faisait de la zik façon... je crois qu'il est bassiste, un bassiste dans des groupes de punk pendant les années 80-90, qui écrit, qui est journaliste aussi à Seattle, et qui va devenir le maître d'œuvre. Là, on vous dit, ah, c'est super, on l'a recruté, il est génial. Et il l'appelle le Al Bundy du gaming. C'est vrai qu'il était un peu plus vieux que tout le monde. Et c'est un mec que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa façon d'écrire. J'aime beaucoup le recul qu'il a en fait par rapport à ce qu'il fait. Il a conçu donc essentiellement, il a bossé sur Mage. Il a été le concepteur principal sur Mage 2, seconde édition. Et puis il a fait Sorcerer's Crusade, qui est un chef-d'œuvre. Et il est revenu pour la 20e de Mage, qui est aussi un chef-d'œuvre que je ne peux que vous conseiller si vous arrivez à le trouver à vil prix, parce qu'elle a cette approche extrêmement intelligente de manier tous les métaplots, de vous donner des boîtes à outils en disant vous interprétez Mage comme vous voulez, voici ce qu'on a proposé en V1, voici ce qu'on a proposé en V2, voici ce qu'on a proposé en Revised, et c'est à vous de faire votre popote. Il avait un recul justement, dans tout le bouquin, il y avait vraiment une espèce de reconsidération des traditions, des factions, avec une technocratie qui n'est pas si méchante, avec les, les mini-factions de mages, dont j'ai plus le nom, c'est pas les traditions, mais en gros c'est les Templiers, c'est les sorciers asiatiques, enfin des petites factions en fait qui étaient des disparates, voilà, avec des Néfandus qui sont beaucoup plus impliqués et beaucoup plus en fait déjà présents en fait dans le verre, dans le fruit qui sont en train de pourrir, plein de choses. Et il a fait deux de mes bouquins préférés, je pense, qui sont Infernalism, Path of Scream, donc pour Dark Ages, donc c'est pour Sorcerer's Crusade, qui est sur l'infernalisme, la conception en fait même de l'infernaliste avec les ancêtres des Néfandis, mais vraiment dans une approche extrêmement froide et glaçante de pourquoi est-ce qu'un mec irait vendre son âme, qu'est-ce que ça implique de vendre pourquoi est-ce qu'ils vendent leur âme simplement, avec l'idée que c'est pas tellement par amour du satanisme, mais c'est parce que le fait de faire de l'anti-religion, quelque part, leur offre il y a du pouvoir en fait dans la descension. Enfin, c'était vraiment un super bouquin. Excellent bouquin de Brucato, et il l'a refait, il avait dit qu'il ne le ferait jamais, mais il a sorti en print on demand, c'est Book of the Fallen, qui est l'équivalent pour Mage V20 sur les Néfandis. Alors je sais que ça a beaucoup gueulé parce que il avait fait toute une cosmogonie sur les Néfandis basée sur le Qliphoth, donc je crois que c'est l'arbre de vie, le Séphiroth de la Kabbale juive mais inversé, et beaucoup de gens avaient gueulé en disant c'est ça le grand secret des Néfandis, c'est qu'ils utilisent en fait enfin, ils utilisent la mythologie kabbaliste mais inversée, enfin c'est un peu nul quoi. Et c'est un bouquin que j'avais beaucoup aimé, notamment, j'en ai déjà parlé hein, l'année dernière durant l'été des ténèbres, mais j'avais beaucoup aimé l'avant-propos où il dit, vous savez, j'ai jamais voulu écrire ce bouquin, je le fais parce que bah, on m'a tanné, parce que je sais qu'il y a un Kickstarter et tout ça, mais je peux vous avouer que de toute façon, le mal ordinaire, enfin, il n'y a rien de fun à jouer avec le mal. J'ai vu suffisamment enfin, je suis suffisamment rentré dans mon appartement à Seattle pour entendre mon voisin battre sa femme, pour savoir que, enfin, faut pas jouer avec ces choses-là. Et j'avais trouvé ça. Enfin, il y avait vraiment un truc. Alors, on peut dire ouais, et tout, c'est un bleeding heart liberal et tout, c'est bon mec de gauche, et tout, mais peut-être. Mais déjà, bon, il est américain, donc c'est un peu différent parce que là-bas, ce genre de valeur n'est pas aussi, disons, facilement transmise que dans une Europe sociale. Et puis il y avait vraiment, enfin, c'était bien écrit, quoi. Il y avait vraiment, le mec est très très bon, et je pense que autant on va voir Vampire, ça alterne un peu entre Greenberg et Achille derrière sur la Revised, autant on sent que Brucato, il avait vraiment bien conçu son truc, il a poussé des gens à droite et à gauche, notamment, j'en reparlerai, mais j'ai eu la chance d'interviewer Beth Fruchali. Donc Beth Fruchali, c'est la dame qui a fait un bouquin dont j'ai parlé qui s'appelle Dark Colony avant, et elle disait, elle lui remercie parce que justement à la fin ils avaient commencé à gommer son nom. En fait, elle était plus mise dans les crédits des bouquins sur lesquels elle avait bossé, et c'est lui qui avait poussé, c'est lui qui avait fait un peu le forcing pour qu'elle soit remerciée et que son nom apparaisse. Donc voilà, ça c'est cool. Bref, les Nosferatu, nos amis Nosferatu. Donc voilà, Golish il a vraiment un style assez différent, un peu peut-être hérité de l'industrie du comics, hein, presque réaliste, ce qui fait un peu bizarre quand on est habitué au dessin de Tim Brooke, mais c'est pas déconnant non plus. Vous verrez que sur le papier, il y a souvent il y a des espèces de traces d'empreintes digitales, il y a des déchets. Il s'amusait bien en V2, hein, la maquette n'était pas encore fixe, donc ils y allaient à fond les ballons.
L'introduction, comme d'habitude, c'est le point de vue, c'est une petite novella, une petite nouvelle d'un Nosferatu qui observe un humain et qui va le transformer en vampire. Donc ça, c'est le grand classique qu'on a dans tous les... Et surtout en revival, ça sera toujours le cas. Là, c'est encore un peu plus au format libre. Mais l'idée, c'est que c'est ce gars qui déteste tout le monde, qui dit «Ah, je porte de l'eau de Cologne, Nosferatu, fait avec des rats. Je dors je porte des vêtements de mode griffés que j'ai achetés à Goodwill. Donc Goodwill, c'est l'équivalent d'Emmaüs. Et je vais te transformer en vampire parce que misery love company. Grosso modo, c'est parce que je te déteste, mais je vais quand même te transformer en vampire parce que c'est tout ce que tu mérites. T'as lu Anne Rice, mais les vampires, c'est pas comme ça. Et je vais te montrer. Donc il y a ce côté évidemment qui est très très fort chez les vampires de la haine de soi, mais que de cette haine de soi qui est reflétée sur leur visage, vient en fait ironiquement plus d'humanité que 95% des vampires. Parce que eux n'ont pas besoin de faire semblant d'être autre chose. Ils savent qu'ils sont des monstres, donc ils n'ont pas besoin en fait de cacher des choses derrière un visage exquis. Et finalement, cette horreur externe leur permet d'avoir un certain recul, développer, on ne va pas aller en utilisant les gros mots, quasiment de l'empathie, en fait, qui les rend beaucoup plus humains sur le long terme que leur majorité des autres petits camarades. Donc, ensuite, on a un traité de la part de nos amis. Donc, il y a différents points de vue, hein, notamment, il y a un type du clan Trémère qui essaie d'expliquer et de comprendre ce qui se passe. Et ensuite, on a des discussions entre les différents membres des clans de Spheratus sur leur nature, la nature de l'antédiluvien et encore bien d'autres choses. Petite introduction, petite citation de James Baldwin, The Fire Next Time, qui est un excellent bouquin que je vous conseille, si possible. Les Nosferatu ont des lore keepers, ils ont des gardiens du savoir qui sont des gens justement spécialisés sur la compréhension et la conservation de l'histoire des Nosferatu. Ils ont ce qu'on appelle les Warrens, donc qui sont leurs domaines souterrains qui sont souvent, comme dans Donjons et Dragons, piégés. C'est-à-dire que les Nosferatu, en raison de leur apparence physique, vivent dans les égouts et sous terre, dans des lieux qui sont extrêmement protégés, avec toutes sortes de pièges, avec des animaux qui transforment en ghouls, et évidemment les Nosferatu qui se cachent derrière des caméras, derrière leur pouvoir d'occultation, beaucoup encore d'autres choses. Et notre ami Lore Keeper, donc Horace Slater, nous raconte l'histoire de Nosferatu, l'antédiluvien. L'antédiluvien, qui sera plus tard nommé Apsimiliar, si je ne dis pas de bêtises, était donc le plus grand chasseur qui existait sur Terre à l'époque des enfants de Canaan, donc il y a très très longtemps. C'était un grand chasseur dans les plaines africaines. Et un jour, il a pourchassé et traqué une créature qui était un vampire, qui était Zila. Zila, c'est lui dont on rappelle qu'un a eu 3 enfants, et parmi ces enfants, il y avait Zila. Et il se trouve que finalement, Nosferatu, Apsimilar, confronté à Zila, s'aperçoit qu'il ne peut pas la vaincre, et plutôt que le tuer, Zila lui dit bah, moi je te propose de te transformer en vampire, comme ça tu pourras devenir le plus grand prédateur et le plus grand chasseur qui existe. Mais Zila fait quelque chose, c'est que pour se rappeler au bon souvenir de son enfant et lui montrer qu'il a perdu quelque part, elle lui laisse une griffe, une estafilade sur le visage. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, et c'est le cœur de l'histoire, vous l'avez compris, c'est que Apsimilar avait un ego démesuré et sa fierté ne pouvait prendre la balafre qui était infligée, sachant qu'il était magnifique. Donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Apsimilar va tourner autour de tout le monde, va commencer à ourdir une sorte de sombre vengeance extrêmement dégueulasse, qui va être simplement d'utiliser l'occultation pour se déguiser, se faire passer pour Zila, donc sa progénitrice, et aller casser la gueule à tous les autres antédiluviens. Donc tous les autres troisième génération, donc les mêmes générations de lui, se font casser la gueule par Zila. Cain est parti on ne sait où, et donc après Nosferatu, Apsimilar revient vers ses frères et sœurs et dit oh, c'est pas juste, Zila, c'est de sa faute qu'on est très très méchant, c'est de sa faute, c'est elle qui vous a fait du mal, il faut qu'on la tue. Et donc, d'après cette histoire, je rappelle qu'ils ont tous les clans ont leur propre version de cette histoire, de savoir la raison pour laquelle, à un moment, les antédiluviens, les troisième générations, ont tué les secondes générations. Et souvent, c'est ce meurtre-là, qui reflète évidemment le meurtre que Cain a fait à son frère, qui fait que Cain les maudit. Donc là, Nosferatu manipule ses frères et sœurs, il tue Zila, il tue les autres secondes générations, et à ce moment-là, Cain revient,
Immédiatement, il n'est pas bête, il sent l'entourloupe, et il dit, puisque tu te puis il lance une malédiction sur Nosferatu Absimila en disant, puisque tu te comportes comme une bête, tu seras une bête. Et donc immédiatement, lui et ses enfants, parce qu'il a eu des enfants, sont horriblement défigurés et ils sont tellement monstrueux en fait qu'ils commencent à tous à fuir, notamment Absimer le premier qui lui fuirait on ne sait où jusqu'au bout de la terre. Certains disent que en étant maudit, il développe un nouveau niveau, enfin une nouvelle puissance de sa discipline d'occultation, simplement pour le fait qu'il veut se cacher au reste du monde tellement il est monstrueux. Et il serait encore plus monstrueux que tous ses enfants. Sauf que parlant de ses enfants, Nosferatu va apprendre auprès de Sinicée, ça c'est assez rigolo. Sinicée, techniquement, d'après l'histoire, serait le premier qui aurait découvert les liens de sang. Donc techniquement, Sinicée est le premier qui a réussi à lier par le sang ses enfants. Ce qui est assez intéressant d'un point de vue du métaplot, on y reviendra plus tard. Parce que y a un truc qui est très important avec Sinicée et son sang qui va perdurer jusqu'à Gênes. Le livre, hein, j'entends. Et donc, Nosferatu apprend ça de son frère, il dit ouais, c'est super cool, hein. Et il commence à lier tous ses enfants par le sang. Sauf un enfant, qui est une jeune fille qui buvait au bord d'un étang et qui se fait transformer en vampire, fuit, et Canquin, quelque temps plus tard, lance sa malédiction, se voit horrifié, transformé en Nosferatu, donc avec le visage absolument dégueulasse. Et donc, le truc, c'est que Absimila, dans sa folie, se dit bon, magnifique préservatif, le seul moyen que j'ai de racheter mon péché, c'est de détruire toute mon vengeance. Donc ça, personne ne lui a soufflé. Il s'est dit comme ça, tiens, je vais faire ça, ça me permettrait de me racheter au-dessus de Cain. Je suis sûr que c'est pas vraiment l'idée que voulait Cain, mais passons. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise tous les enfants qu'il a liés par le sang pour aller traquer, tuer et détruire son enfant rebelle qui a elle-même créé les enfants. Les vampires de la lignée de Nosferatu liés s'appellent les Nictucus. Les Nictucus sont un élément extrêmement important et capital pour comprendre les Nosferatu. En effet, il faut comprendre que tous les Nosferatu que vous connaissez comme ça, certes, descendent d'Absimila, mais concrètement, ils descendent de cet enfant perdu. Donc en gros, il y a une quatrième génération qui se balade, qui est libre de ces mouvements, qui a engendré tous les Nosferatu qu'on connaît. Ce qui veut dire, et c'est là où on commence à sur les trucs troubles, qu'il y a une lignée de vampires méga balèzes, quatrième génération, qui se balade partout à droite à gauche, dont le seul but, dont la seule raison de vivre, c'est de trouver et tuer tous les Nosferatu qu'on connaît qui existent. Et c'est ça le grand secret, entre parenthèses, des Nosferatu. Parmi les Nictucus connus, on vous donne, on ne sait pas combien il y en a, mais il y en a un paquet, qui sont en fait les purs sang Nosferatu. Il y a notamment donc Abraxas, Baba Yaga, tiens, Ekina, Gorgo et Nukta-Kalavi, qui sont un peu des légendes, on ne sait pas grand-chose. Et ça, c'est aussi c'est un truc qui va être plus ou moins bizarre dans le futur, qui sera un peu retcon, c'est que pour l'instant, Baba Yaga, donc, que vous connaissez, qui est la méta-gros-bill qui vient de se réveiller et qui dirige pour aller vite la Russie, avec un deal avec les Garous, avec d'autres clans, est une Nictucu. Sauf que plus tard, on verra dans la Revise, c'est sous-entendu que Baba Yaga, c'est la progénitrice du clan Nosferatu. Donc en gros, c'est la quatrième génération qui a réussi à s'échapper. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc vous avez donc évidemment la blague qui est rigolote, c'est que si jamais vous avez lu ou écouté mes vidéos, vous savez qu'il y a une blague récurrente qui est que les Nosferatu, dans tous les By Night qu'on a vus, ont toujours peur et ont toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui les observe dans les égouts. À Chicago, c'est une succube. À Milwaukee, on ne sait pas ce que c'est. Chicago V2, il y a encore un autre truc et on ne sait pas ce que c'est. On verra plus tard même dans Montréal by Night, il y a un démon qui croque les gens. À New York, il y a la cathédrale de Cher, on y reviendra. Et c'est une blague récurrente, c'est-à-dire que partout où il y a des Nosferatu, il y a quelqu'un qui veut les tuer. Donc en fait, ce n'est pas parce qu'ils sont paranoïaques qu'on n'en a pas forcément après eux. Et du coup, le constat glaçant, c'est évidemment que les Nosferatu, donc déjà, doivent se planquer pour... En fait, concrètement, peut-être que les Nosferatu ne se planquent pas pour rester, pour protéger la mascarade, mais simplement, uniquement pour se protéger du cul qui vont tous les bouffer. Il y aura, comme je dis, beaucoup de retcon, donc de rétro-continuité, qui seront des exercices faits
en V3, enfin en Revised et en V20 sur les NICTQ qui vont les transformer notamment en espèce de lignée standard. Ce que je trouve très mauvais. Enfin, dans le Dark Age V20, ils ont fait ça, ce qui est dommage, parce que ce qui est intéressant avec les NICTQ, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Exactement, c'est juste que c'est une espèce d'entité métagrobile. Il y aura des choses qui sont malheureuses. En l'essence, je trouve qu'au moment où vous lisez ce bouquin, c'est vraiment brillant, c'est très intelligent de mettre cette espèce de menace que personne ne comprend, qui est là pour pulvériser les Nosferatu, sachant que tous les autres clans n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ça fait partie des bonnes idées, des bonnes pioches qu'on trouve dans les livres de clans. Donc la culture, super illustration, la grande culture de subculture donc, des Nosferatu, c'est qu'effectivement, ils ont cette malédiction qui leur change le visage, qui fait qu'ils ne peuvent pas sortir dehors et que le seul moyen de contrôle qu'ils ont, c'est sur le monde souterrain. Ils touchent essentiellement énormément aussi, donc on vous dit par exemple au planning urbain, ils ont beaucoup poussé pour la conception des égouts, dès la Rome antique, voire avant. C'est pour ça que notamment à Rome, qui est notamment protégé par la ville sainte, par le Vatican, on rappelle que les lieux saints sont protégés des vampires à cause de la vraie foi, et qu'il est quasiment impossible pour un vampire d'aller au Vatican sans mourir, sans se faire désintégrer, et que les seuls qui possèdent en fait vraiment la ville, c'est Nosferatu, parce que sous Rome, il y a des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres d'égouts. Et c'est un peu l'idée qu'ils essaient de faire ressortir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une ville, les Nosferatu poussent pour étendre au maximum ce réseau d'égouts ou souterrains afin de pouvoir perdurer et de continuer à vivre d'une manière ou d'une autre, plutôt de la non-vie. Donc c'est pour ça aussi qu'on trouve beaucoup, et ça c'est un truc dès le bouquin de base de la V1, il y a beaucoup de Nosferatu qui sont architectes, pour créer évidemment des donjons, mais pas que. Et il y a différents... je me permets, je regarde si j'ai rien oublié. Il y a différents produits, si on peut dire, de stéréotypes de Nosferatu qui existent. Le premier, c'est la Cléopâtre. Donc la Cléopâtre, c'était une humaine qui était magnifique, qui a été transformée en Nosferatu juste par pur mépris. Et donc généralement, les Cléopâtres deviennent complètement folles ou se suicident parce qu'elles ne supportent pas en fait ce changement. À de rares exceptions que si une Cléopâtre survit, elle devient extrêmement manipulatrice, elle devient l'équivalent en gros des harpies pour les Nosferatu. Donc il faut faire un peu attention, c'est un peu à double tranchant. À côté de ça, il y a les Leatherface. Les Leatherface, c'est comme son nom l'indique, c'est des Nosferatu qui sont complètement monstrueux, 100%. C'est pas des mauvais bougres, mais c'est juste que ils ont des tronçonneuses et ils tuent des gens, quoi. Donc généralement, on les trouve plutôt du côté du sabbat, mais pas que. Grosse conception aussi extrêmement importante, j'en ai déjà parlé, les Nosferatu font d'abord allégeance à leur clan et ensuite à une secte. Ce qui veut dire que techniquement, même si un Nosferatu et un Nosferatu anti-tribu n'ont pas les mêmes objectifs, seront ennemis, il y a quand même une certaine trêve qui existe parce qu'ils savent très bien que le jour où les sectes n'existeront plus, ils seront les premiers à passer à la casserole. Et que donc, ce qui compte d'abord, c'est la loyauté envers le clan, parce que le clan, c'est le seul endroit où les Nosferatu peuvent coexister puisqu'ils ont tous la même sale gueule. Ce qui implique aussi un autre truc, je vous ai dit que les NICTQ existent, ce sont des 4e générations qui veulent blaster et pulvériser tous les Nosferatu qui existent, ce qui veut dire que le clan Nosferatu est quasiment le seul clan qui existe où les anciens sont respectés. Généralement, les jeunes détestent les anciens. C'est pas le cas chez Nosferatu, parce que chez Nosferatu, les anciens protègent les jeunes potentiellement des apparitions des NICTQ. Truc assez rigolo et plutôt malin, je trouve. Bon, les Meriton Flows, avantages les avantages et les défauts, donc notamment, généralement, vous avez des grands doigts crochus, vous avez des morceaux de chair que vous pouvez utiliser pour planer comme si c'était des ailes. Vous êtes très moche, donc l'avantage c'est que vous pouvez passer pour un humain qui a eu un gros accident. Bon, vous restez très moche, mais au moins vous enfreignez pas la mascarade. Vous puez, c'est horrible. Vous avez une infestation de parasites, donc vous avez des espèces de tiques ou vous avez des vers qui sortent de votre ventre. C'est très crade, hein. C'est que des trucs physiques qui sont extrêmement cradocs. Comme vous vous en doutez, les stéréotypes qu'ils ont sont assez rigolos et pas piqués des hannetons. Donc ils se foutent de la gueule des Brujas. Ils apprécient les gangrels à une certaine distance parce qu'ils sont un peu comme eux. Les Malkaviens, ils préfèrent rester hors de la vue de tout le monde. J'aime beaucoup, c'est qu'est-ce que je pense des Toréadors. Alors il y a une longue pause, il se met des doigts dans la gorge et il commence à vomir des litres les Toréadors. Les
les Trémères, et il fait, ouais, c'est clairement un coup de com. Vous prenez les vampires les plus, enfin, vous prenez prenez les nerds les plus prévisibles, les plus ennuyeux qui existent, vous les transformez en vampires, et hop, par-dessus, vous mettez une surcouche en disant ah, attention, les Trémères arrivent, préparez-vous, ils représentent les antédiluviens, les Trémères ont tué Kennedy. Et il fait écoute, mec, les Trémères, ils sont aussi dangereux que ma grand-mère, laisse juste pas te toucher parce qu'ils peuvent faire des magies de sang, mais bon. Et c'est essentiellement sur cet acabit-là où ils disent bah, les ventrus, c'est génial. Moi, j'adore les ventrus parce qu'ils disent c'est moi le chef, c'est moi le chef. Donc, moi, je reste loin derrière et comme ça, c'est eux qui prennent tout sur la tronche. Il n'y a pas de. C'est vraiment marrant, quoi. Tout est un petit peu comme ça. Notamment avec la conspiration que Seth est un Iktuku, mais tous les gens qu'ils aiment pas sont des Iktuku, donc on va pas très loin. Ils ont, plus étonnamment, ils ont un deal avec les Black Spiral Dancers, ce qui est. Enfin, plus ou moins, enfin, ils savent qu'ils existent et ils font attention parce que les Black Spiral Dancers aussi, parfois, sont leurs potes, mais c'est plutôt des potes du Sabbat. Et en général, bah, ils se baladent dans les égouts aussi, donc ça veut dire qu'un Nosferatu peut se faire croquer par un Black Spiral Dancer s'il est dans le coin. Non, voilà, c'est des petites choses un petit peu charmantes. J'aime beaucoup, c'est aussi l'opinion sur la Camarilla. Donc il fait, bon, je vais prendre une analogie. Imagine que tu vas faire de la plongée sous-marine. L'instructeur te dit, ne va jamais tout seul dans l'eau, parce que sinon, tu pourrais te faire manger par un requin. Et donc, il y a Jaws Junior, donc les Dents de la Mer Junior qui se pointe, et tu te rappelles que plus il y a de gens autour de toi, moins il y a de chances que tu finisses en méchoui. Et comme ça, pendant qu'il mange ton petit pote, toi, tu peux te barrer très très vite. Et que, évidemment, s'il y a 5 ou 6 autres petits potes, donc 6 autres clans, tu peux encore aller plus rapidement jusqu'à la côte. Tu vois pourquoi on a rejoint la Camarilla. Et c'est un peu l'inverse sur le sabbat, où ils disent ils ont des bonnes idées, mais ils les implémentent très très mal, et de toute façon, enfin, c'est complètement débile la façon. Aller chercher les antédiluviens en tapant sur les humains, ça reviendrait à essayer de faire. Enfin, ça revient un peu à faire. À essayer de taper sur une piñata, c'est absolument risible, et de toute façon, ils sont aussi à l'aveugle, comme quand on tape dans une piñata, donc ça n'a pas trop de sens. La hiérarchie, c'est un peu ce que je parlais hein, avec les Leatherface et le fait que les anciens sont censés respecter, qu'ils ont beaucoup de discussions, beaucoup de communication, mais généralement l'idée c'est que les Nosferatu agissent en Warrens, comme je disais, donc ils vivent dans un entre-soi entre eux, et même si évidemment le jeu pousse à des coteries interclans, techniquement les Nosferatu ont plutôt tendance à rester entre eux. Ce qui crée un peu une dichotomie entre les archétypes qu'on vous propose et vraiment la manière de jouer en fait, mais ça c'est normal. Ou comment ils se nourrissent. Évidemment, c'est très compliqué. Ils sont obligés de se nourrir sur les humains qui dorment ou se nourrir sur les sans-abri, les dominer, les contrôler. C'est pas facile. Et leur grande force, c'est le réseau d'espionnage qui pousse partout. À la base, pour se protéger des Niktuku, mais ensuite pour s'apercevoir que c'est très utile pour pouvoir manipuler et contrôler ce monde, puisque ça devient une monnaie d'échange qu'ils utilisent en laissant passer leurs grandes oreilles et surtout tout leur réseau de ghouls, parce qu'ils ont quand même énormément de ghouls. C'est logique, puisqu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Et c'est ça qui leur permet vraiment de survivre assez simplement. Les ghouls, donc, ils ont des ghouls humaines, certes, mais ils ont quand même un paquet d'animaux. C'est eux qui développent quasiment, plus même qu'avec les gangrels, je dirais, bah, des rats-garous, des alligators-garous, plein de choses très sympathiques, avec toutes sortes de petits jeux un peu débiles, notamment comme la Scavenger Hunt, qui vous donne une liste d'objets que vous devez trouver, et sans utiliser vos pouvoirs si possible. L'art Nosferatu, c'est plus sur l'architecture ou des graffitis ou des pièges à la grande manière de Grimtooth. Il faut en mettre un peu partout avec les différentes choses que vous pouvez trouver dans cette espèce de donjon Nosferatu, l'antichambre, la chambre des horreurs où on met tous les trucs horribles et monstrueux pour faire peur aux gens. Le spawning pool, donc c'est l'étang, c'est une étendue d'eau qui est utilisée dans laquelle ils mettent du sang de la Vitae Nosferatu pour créer de toutes sortes de créatures et de ghouls animales, ce qui est assez dangereux évidemment. La guerre souterraine, c'est l'idée qu'ils vont mettre des explosifs partout, hein, ils vont pas s'emmerder. L'avantage de l'âge moderne, c'est que justement ils peuvent utiliser toutes sortes d'explosifs, de détecteurs, de caméras pour se battre contre tout ce qui voudrait les détruire, les Niktuku, les Black Spiral Dancers, d'autres clans, le Sabbat, j'en passe des meilleurs. Et c'est pour ça qu'en général, les autres font pas les malins, et ils ont aussi la méchante idée d'utiliser des gaz toxiques ou des choses ou des agents chimiques si jamais il y a des Nosferatu ou des Assamites qui se pointent un peu trop près de chez eux.
On vous donne, donc c'était encore un peu l'époque où il n'y avait pas trop de pouvoir, on donnait juste un petit peu de petits pouvoirs sympathiques comme ça, donc notamment l'équivalent du pouvoir d'animalisme qui permettait d'appeler des créatures, des animaux, marche mais sous terre, ce qui permet cette fois d'appeler toutes les créatures enfin, qui vivent sous terre, donc pas juste parce que bah, évidemment c'est pas les chiens ou les chats qui vont descendre à 15 000 mètres sous terre. Là, ça va être les crocodiles, ça va être les rats, ça va être toute la ménagerie qu'ont pu accumuler nos amis Nosferatu. Et les lowlives, donc les gens qui vivent de rien, qui sont les archétypes de Nosferatu, qui vont rejoindre un peu les stéréotypes dont j'ai parlé qui existent. Donc la Cléopâtre, comme je disais, qui est ces femmes magnifiques qui ont été transformées en Nosferatu, qui évidemment vont passer leur temps à pleurer leur beauté passée jusqu'à ce qu'elles commencent à, disons, retrouver un peu leur sens et peuvent devenir d'excellentes manipulatrices qui n'auraient rien à envier, notamment aux toréadors ou aux membres des harpies. Le dérélicte, donc, qui est un peu l'essence même enfin, c'est souvent le stéréotype de base pour les Nosferatu, à savoir en gros un sans-abri qui a été transformé en vampire. Donc c'est quelqu'un, là, dans l'occurrence, c'est quelqu'un qui était plutôt... C'était une femme au foyer, où tout allait bien, et puis son mari est parti, elle a eu des dettes, donc elle se retrouve à la rue. Mais son pragmatisme lui permet, en fait, même transformé en vampire, de garder une certaine gravitas et de survivre. Et c'est souvent ça, en fait, chez les Nosferatu, c'est que c'est quand même des gens qui sont pas... Bon, déjà, ils sont pas instables comme les Malkaviens, mais qui n'ont pas de caractère extrême, hormis une volonté de survie. Et ça, c'est un grand truc différent, c'est-à-dire que un trémère va chercher quelqu'un qui a un talent lié à la magie, mais surtout dans une qualité d'investigation. Un Bruja va chercher un nouveau-né qui défend une cause ou quelque chose. Un Gangrel va chercher quelqu'un qui est mu par un instinct de ne pas rester en place, de partir au loin, de besoin de voyager et de rester un étranger. Un Ventru va chercher quelqu'un qui a une capacité en tant que leader. La Sombra va chercher quelqu'un qui répond à ce besoin de social engineering et est capable, enfin de darwinisme social plutôt, et qui serait capable, une fois transformé en vampire, de monter les étapes et de devenir en fait, et potentiellement de devenir calife à la place du calife. Le Nosferatu, par essence, tout ce qui est enfin, un Nosferatu ne va transformer quelqu'un qu'en Nosferatu, donc pour plein de raisons, mais l'idée même, c'est que les Nosferatu existent parce qu'ils survivent. Les Nosferatu sont des survivants, pas juste parce qu'ils sont moches, pas juste parce que tout le monde les déteste, pas juste parce qu'ils ne peuvent pas sortir sans briser la mascarade, mais parce que potentiellement, leur propre antédiluvien veut tous les tuer. Et donc, si vous n'avez pas un brin de méninge, vous n'avez pas un brin de méninge pour survivre, il risque pas de se passer grand-chose et vous finirez très rapidement en petit tas de cendres. L'Equalizer, donc c'est l'idée du type qui a vu grandissant d'autres gars se faire battre, notamment. Donc ouais, c'est un peu c'est l'Equalizer de la série télé, hein, et ce type-là va un jour s'interposer face à quelqu'un qui se fait taper pour défendre une minorité et va utiliser en fait son espèce d'anxiété sociale justement plutôt que enfin, dans la situation du fight or flee, donc le fait que quand vous avez une situation face à vous, vous avez trois types de réponses, soit vous vous évadez dans votre tête, soit vous fuyez, soit vous vous battez, bah lui il va se battre et donc il devient une sorte de brute, une sorte de paladin en fait au service d'une cause et il continue à la vivre en tant que Nosferatu. Le Grosschild, donc c'est un peu le truc qu'on verra surtout chez les PNJ. Donc bah, c'est un enfant qui est transformé en Nosferatu, qui était un peu creepy quand il était vivant, et il est encore pire quand il est gamin, avec des super sockers à acide, et tout l'attirail qui va avec, évidemment, qui est un grand moment de roleplay, vous l'imaginez. Le Leatherface, donc comme je disais, c'est pas des mecs méchants, mais c'est des psychopathes, ça reste des psychopathes bah, il trimballe la tête de sa mère avec lui, il s'est arraché le visage, il a une tronçonneuse et puis il tue les gens, quoi. Donc, on préfère la voir dans le clan de Nosferatu que hors du clan de Nosferatu. Le catcheur masqué mexicain, évidemment, c'est un grand classique qu'on retrouvera dans Hellboy et qui va devenir un des PNJ récurrents de l'univers, qui est un catcheur mexicain qui s'appelle El Verde, je crois, qui ne garde toujours son masque et qui va se battre contre des méchants du sabbat. C'est haut en couleur. Et ça, c'est un truc qui est sympa, c'est qu'en V2, ils font à fond les ballons, ils s'en foutent. C'est plus. Je pense qu'ils faisaient le tour de table en se disant mais qu'est-ce qui peut être le concept le plus débile, mais à la fois rigolo, et sur lequel aussi Tim Brooks s'amuserait à dessiner. Et je pense que c'est plutôt de ça que naissent ces concepts.
Morbid archetype vindicately embraced, donc le profil artistique, enfin le méchamment artistique et morbide qui vient d'être transformé en vampire. Donc c'est un goth de son vivant, et un jour Nosferatu en a eu marre, et il a dit bon bah je te transforme en vampire, et comme ça tu vas voir vraiment ce que c'est la nature gothique. Sauf que sa transformation en vampire n'a fait que envenimer les choses aux grandes dames de son sire, et donc on a un goth qui est mort et qui la joue un peu comme Andy Warhol en se moquant de tous les autres. Enfin, en gros, ça devrait être un toréador, et c'est un Nosferatu, et on s'en sort pas. Donc c'est assez rigolo, c'est assez comique. Il a évidemment des compétences en trivia goth, en littérature, en expression poétique, mais il a que un, évidemment. C'est un peu pour se moquer de lui. Le shock rocker, donc c'est très marrant. Le métalleux qui continue en fait à vivre parce que tout le monde pense que continue à faire ses concerts parce que tout le monde pense que c'est du maquillage. Très très marrant. Et le tunnel crawler, donc c'est un architecte qui a été transformé en Nosferatu et qui se plaît essentiellement à créer des donjons de toutes sortes sous terre pour protéger ses frères Nosferatu de toutes les intrusions externes. Et le vet, donc grand classique, un vétéran du Vietnam, alors maintenant c'est plutôt l'Irak, qui a survécu à la guerre et qui utilise son expérience passée pour surmonter ses troubles psychiques, continuer à se battre dans une guerre qui sera le djihad et qui durera pour l'éternité. Enfin, les Nosferatu connus, entre parenthèses, donc il n'y en a pas 500 000, on va retrouver Sergei Voshnov, qui lui est le larbin de Baba Yaga, et qui revient en fait une fois que les Brujas ont été sont fait botter les fesses, quand elle s'éveille, c'est lui qui va lui servir de bras droit, et qui va commencer à aider la longue campagne, la courte plutôt campagne d'assassinat contre tous les Brujas qui dirigeaient l'URSS. Prudence Stone, c'est marrant parce que c'est pas un personnage qui est présent, c'est la plus vieille, c'est quasiment, enfin, dans l'époque coloniale, c'est la plus vieille vampire de l'époque coloniale britannique existante aux États-Unis, qui protège, en fait, qui essaie de protéger. Il y a toujours un peu cet aspect matrimonial et protecteur chez Nosferatu, qui essaie de protéger tous les autres Nosferatu présents en Nouvelle-Angleterre. Étonnamment, on sent que c'est des bouquins qui ont été écrits en même temps, mais pas par les mêmes personnes et qui ne sont pas passés de notes, parce qu'il n'y a aucune mention d'elle dans le Dark Colony, donc c'est un peu rigolo. Puzzfinger, c'est pas un mec connu, en fait, c'est juste un concept de PNJ qui est intéressant, à savoir que c'est un Nosferatu qui était méprisé par tout le monde. Et un jour, il a sauvé la vie d'un puissant toréador de sa ville qui était Primogène, et donc le toréador lui doit une dette dont il doit s'acquitter, et le Nosferatu en profite justement pour le manipuler, le contrôler, ce qui rend le toréador complètement fou. Ça, c'est un grand classique sur le jeu quand un vampire a une dette avec vous et vous avez une faveur, ça peut aller très très loin et ça peut être très très violent dans les deux sens. Et enfin, évidemment, le Bad Child, donc, que vous connaissez tous, donc, dans l'équivalent, je crois que c'est dans le National Enquirer, qui est l'équivalent du Nouveau Détective en France, donc un tabloïd absolument débile, avec toutes les rumeurs les pas possibles. L'un des grands classiques, c'est le Bad Child, qui est un photomontage où il y a un gamin avec avec des oreilles de chauve-souris, des crocs, et dans le monde des ténèbres, on vous dit, bah, finalement, il a brisé la mascarade, mais ça le fait parce que les ventrus et tous les gens qui dominent la presse ont suffisamment fait de boulot pour que ce tabloïd-là reste un tabloïd et que personne n'y croit. Mais le Bad Child existe. Et voilà, on a fait le tour de nos amis Nosferatu, donc encore un petit splatbook qui n'est pas trop mauvais, hein. Comme je dis, la V2, c'est le moment où ils expérimentent, où on sent que aussi les gens arrivent sur la gamme, donc ils ne sont pas encore blasés, ils sont pas encore fatigués. Pour beaucoup de gens qui vont faire les splatbooks, c'est des galops d'essai aussi. Donc c'est des moments où les gars arrivent, ils font leurs preuves, et s'ils ont pu prouver qu'ils bossaient bien sur les splatbooks, à ce moment-là, on les met sur des projets qui sont plus, disons, intéressants, hein, parce que mais en tout cas, c'est beaucoup moins formulaïque, je ne sais pas si ça se dit, enfin, c'est beaucoup moins photocopié que ce qu'on aura en Revised, ou en Revised, même si c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus propre, où l'identité graphique, la charte graphique est vraiment très très bien, on a toujours le sens de dire toujours la même chose. Toujours, toujours, toujours. Et là, au moins, que ce soit par la mise en page un peu faux-folle, par le fait qu'on n'a pas exactement les mêmes chapitres, on n'a pas les mêmes choses qui sont abordées, sans arrêt, ça donne une impression de souffler un peu quelque part. Et évidemment, je ne conseille pas de lire tout ça à la suite, parce que sinon vous allez vous endormir, hein, c'est pas hyper intéressant. Là, on a encore un petit peu, en les dépliant de temps en temps, ça se fait plutôt bien. Et le Nosferatu, c'est vraiment, encore une fois, l'idée des Nictucu
est vraiment bien parce que ça permet de relier beaucoup de points dans le métaplot. En gros, expliquer pourquoi les Nosferatu vivent sous terre, pourquoi ils se cachent, l'idée que les Nosferatu ne sont pas la lignée principale, mais sont une lignée secondaire. Il y a plein de choses vraiment très très bien qu'on reverra dans quelques clans, hein, je pense au Ventru avec les seigneurs cachés. Beaucoup de choses, enfin, très très chouettes. En tout cas, ça reste probablement en V2 l'un des meilleurs clans de book, et c'est déjà pas mal. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et à très bientôt. Allez, salut!